Bonsoir, Denis Lavant. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus si nombreux. Merci d'être là pour cet événement, cette création qui est faite par les lectures sous l'arbre, avec l'arbre vagabond, avec le chêne éditeur. Il faut faire signe à Elsa Palot, à Jean-François Magnier, à Jean-Pierre Siméon, qui ont eu l'idée de non seulement de tout ce que vous vivez cette semaine, mais de ce que nous faisons ce soir et auquel s'associe Mediapart. C'est pour ça que je suis là. Alors, les lectures, cette année, nous parlent de plein de choses, mais notamment de la nuit, à la découverte de cet inconnu de la nuit. Alors, il y a toutes sortes de résonances. Vous en découvrirez d'autres demain soir. Si vous avez la patience, je vous invite à découvrir Mes nuits. Vous saurez tout. Ça se passe ailleurs. Mais ce soir, avec Denis Lavant, qui est un très grand comédien, très grand artiste, oui, je le pense, donc je le dis, nous allons vous parler d'une autre résonance des nuits. Une résonance qui est métaphorique, qui n'est pas celle que nous vivons, nous-mêmes individuellement, encore que. Ce qu'on appelle communément le sommeil des consciences. C'est un peu petit et tout le monde ne pourra pas voir. Et c'est un clin d'œil à l'invité de culture hispanique de cette semaine, le Chili. C'est une estampe de Goya en 1799. Au moment même, les Lumières, les idéaux démocratiques, de liberté. C'est un homme là, il est penché, il dort, et il y a toutes sortes de rapaces, d'animaux bizarres qui volent autour de lui. Et là, au-dessous, ce qui est écrit, c'est « El sueño de la razón produce monstruos ». Le sommeil de la raison engendre des monstres. Et nous le savons bien. Les monstres des haines, les monstres des peurs, les monstres du repli. Cette eau-forte de Goya devait être le frontispice d'un ensemble d'autres gravures qu'il voulait appeler sueños, ce qui se traduit aussi par songes, les songes. Et là, il y a une résonance à Sceaux et à Gambade, en écho avec ce qui est toujours fait ici aux lectures sous l'arbre. Cette résonance, c'est ceci, ça s'appelle le songe. Là, c'est l'édition qui est parue juste après la Libération. C'est un texte clandestin de Vercors. Vercors qui faisait ce que fait le chêne, éditer du beau papier, des beaux caractères, des beaux textes, avoir ce goût de l'artisanat de l'édition. Vercors, Jean Brulaire, de son vrai nom. Et, vous le savez, l'auteur du Silence de la mer, 1942, un de ces textes qui raconte l'arrivée dans une maison isolée où il y a un père et sa fille d'un officier allemand fou de culture française. Et à partir de cette histoire, très bien écrite, évidemment, il parlait d'occupation, il parlait de résistance. Et ce texte a été comme un mot d'ordre, un point de ralliement, alors qu'il n'a pas l'air d'un texte politique. Le songe de Vercors, c'est la même chose. Il parle au début, au fond de l'indifférence, du sommeil des consciences, de ceux qui, le soleil dans la rue, la tiédeur d'une alcôve, le maigre jambon du marché noir, continuaient d'avoir pour vous une présence autrement réelle que les cris d'agonie de ceux dont quelque part on brûlait les pieds et les mains. Et alors, à ce moment-là, et c'est la suite de ce qu'il va écrire, pourtant, cette sordide solitude, la sienne, de sentir tous ces gens qui s'accommodaient, qui se taisaient, qui s'arrangeaient, qui survivaient, qui se résignaient. Pourtant, cette sordide solitude, il m'est arrivé d'en sortir.
L'imagination, impuissante à l'état de veille, prend dans le sommeil un miraculeux pouvoir. L'imagination, voir, appelons-la comme ça, si vous voulez. J'ai d'autres idées là-dessus. J'ai vu en songe des choses étranges que ni l'imagination ni la vie inconsciente ne peuvent expliquer. Des choses qui se passaient tandis que je rêvais à des milles de là. Et c'est un texte de 1943, un cauchemar, la description des camps de concentration, du travail forcé, de la destruction de l'humanité. Le songe, c'est évidemment un texte d'alerte. Alors, ce soir, ce que, grâce à Denis Lavant, on va essayer de partager, c'est la force de l'imagination, justement, pour réveiller les consciences. Et si je suis là ce soir, c'est un peu pour rendre les armes. Moi, je suis, comme vous le savez, journaliste. On a une certaine prétention, nous, les journalistes. Ces vérités de fait qu'on va révéler, ces vérités inédites, inconnues, qu'on va mettre sur la place publique, ces faits froids, ces petits faits vrais, comme on aime dire. Et on se dit que ça suffira. Ça suffira à ce que les gens comprennent, à ce que les gens se réveillent, à ce que les gens ne restent pas spectateurs, qu'ils soient impliqués. Et la vérité, c'est que nous allons souvent de défaite en défaite, de déception en déception. Et donc ce soir, comme toute cette semaine, ce que l'on veut fêter, c'est justement la force de l'imaginaire. C'est comment nous, les artisans des petits faits vrais, on doit, comme je l'ai dit, rendre les armes face à ceux qui, grâce à leur puissance évocatrice, à partir du réel, arrivent autrement à bousculer les consciences, autrement à les réveiller. Il y a une puissance de l'imaginaire qui secoue, qui bouscule. Parce que nous ne sommes pas seulement des êtres de raison. Nous sommes des êtres de sensibilité, d'émotion. Nous raisonnons en résonance, en écho. Nous raisonnons aussi avec nos sens. Parce que ces artisans de l'imaginaire, les écrivains, les poètes, quand il faut s'alarmer face à la laideur, face à la méchanceté, face à la violence, face à la haine, face aux peurs, tout d'un coup, ils nous font sentir ces mots simples, la bonté, la beauté. Et ça suffit tout d'un coup à nous prendre aux tripes et à nous dire quand même, il faut que je fasse quelque chose, je ne peux pas rester immobile. Et derrière cette question, il y a une question très importante que vous allez entendre par la voix de Denis Lavant tout à l'heure. Le style. On se dit, nous, journalistes, l'écriture froide, sans adjectif, sujet, verbe, complément, tout ça, tout le monde va comprendre, comme une dépêche d'agence, sans bavardage. Et en même temps, le style. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'il y a aussi des proses poétiques. Des proses qui ne se contentent pas d'argumenter, mais qui arrivent à convoquer leurs arguments avec une écriture qui parle aussi à notre imaginaire. J'en évoquerai certains tout à l'heure, qui font de la politique qui est aussi de la poésie, ou de la poésie qui est aussi de la politique, qui nous réveille. Mais je voudrais, en cette terre, vous le savez bien sûr tous mieux que moi, de juste, de résistance, d'accueil, d'hospitalité, de solidarité, je voudrais en convoquer un qui, dans ces années sombres, celle de Vercors tout à l'heure, avait été brandi par les premiers résistants, y compris contre ceux qui, à Vichy, essayaient de s'accaparer cet homme qui était un inclassable, et l'extrême droite le savait bien. Cet homme disait « Ne me dites pas ce que vous dites, dites-moi comment vous le dites. Seul le style compte. » Il s'agit de Charles Péguy, qui souvent est brandi par les nationalistes, alors qu'au fond, c'est irréductiblement un Dreyfusard, un libertaire. Péguy qui disait ceci: « Il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme perverse, c'est d'avoir une âme habituée, s'habituer. »
s'habituer à ce à quoi on ne devrait jamais s'habituer, ne plus s'indigner, ne plus se dresser. Peggy, et je brandis toujours cette phrase parce qu'elle vaut talisman pour nous tous. Une seule injustice, un seul crime, une seule illégalité, surtout si elle est officiellement enregistrée, confirmée, une seule injure à l'humanité, une seule injure à la justice et au droit, surtout si elle est universellement, légalement, nationalement, commodément acceptée, un seul crime rompt et suffit à rompre tout le pacte social, tout le contrat social. Une seule forfaiture, un seul déshonneur suffit à perdre d'honneur, à déshonorer tout un peuple. Ce style ressassant, répétitif, comme une vague qui revient de Peggy, fait que ce qu'il dit là, qui est au fond l'attitude de principe qu'a incarné le moment de l'affaire Dreyfus, et il y en a eu bien d'autres face à la torture pendant les guerres coloniales, et aujourd'hui nous y viendrons, eh bien Peggy arrive à le faire passer justement par le style. C'est ce que nous allons découvrir avec les deux textes que va lire successivement, entrecoupés de mes bavardages, que va lire Denis Lavant. Deux textes édités par Le Chêne, évidemment, deux textes qui, au fond, nous appellent à brandir un nous de solidarité, de fraternité, en sachant dire non, en n'étant pas dans le sommeil des consciences, en se réveillant. Le premier est de Franck Pavlov. Franck Pavlov ne peut pas être là, même si c'est un voisin, il habite plutôt dans les Cévennes, même s'il fait, je crois, aussi des incartades dans les Hautes-Alpes, du côté de Gap. Franck Pavlov est né à Nîmes, donc dans le Gard, il est d'origine bulgare. C'est un psychologue, ce n'est pas un écrivain de métier. Il a d'abord fait ses études de psychologie, spécialisé sur les droits des enfants, éducateur, la délinquance, toutes ces questions concrètes par rapport à la jeunesse, pas seulement ici, il a travaillé en Asie, en Afrique, et il est l'auteur donc d'une vingtaine de romans et de nouvelles, et y compris de textes pour la jeunesse. Tous ont en commun ce goût du monde, ce goût de l'universel, sans frontières. Il se passe dans toutes sortes d'autres pays et d'autres contextes. Et donc, cet homme qui a aujourd'hui 77 ans, il y a pas mal d'années, en 1998, a écrit le texte que Denis va vous lire. Et quand on l'interroge sur ce texte, et vous allez comprendre pourquoi, ce texte qui a fait le tour du monde, qui a été traduit en plus de 25 langues, qui a été édité déjà à plus de 2 millions d'exemplaires, qui est un repère que des grands-parents achètent pour leurs petits-enfants ou que des enfants offrent à leurs grands-parents, je ne sais pas, ou à leurs parents. Et quand on lui demande de commenter ce texte, matin brun, il dit « On aurait dû dire non, résister davantage. Mais comment ?» À nous d'inventer la réponse, à Denis, maintenant de vous le faire entendre. Les jambes allongées au soleil, on ne parlait pas vraiment avec Charlie, on échangeait des pensées qui nous couraient dans la tête, sans bien faire attention à ce que l'autre racontait de son côté. Des moments agréables où on laissait filer le temps en sirotant un café. Lorsqu'il m'a dit qu'il avait dû faire piquer son chien, ça m'a surpris, mais sans plus. C'est toujours triste à un klebs qui vieillit mal, mais passé 15 ans, il faut se faire à l'idée qu'un jour ou l'autre, il va mourir. Tu comprends ? Je ne pouvais pas le faire passer pour un brun. Un labrador, c'est pas trop sa couleur. Mais il avait quoi comme maladie ? C'est pas la question. C'était pas un chien brun, c'est tout. Mince alors. Comme pour les chats maintenant. Ouais, pareil. Pour les chats, j'étais au courant. Le mois dernier, j'avais dû me débarrasser du mien. Un de gouttière qui avait eu la mauvaise idée de naître blanc taché de noir.
C'est vrai que la surpopulation des chats devenait insupportable et que, d'après ce que les scientifiques de l'État national disaient, il valait mieux garder les bruns, que des bruns. Tous les tests de sélection prouvaient qu'ils s'adaptaient mieux à notre vie citadine, qu'ils avaient des portées peu nombreuses et qu'ils mangeaient beaucoup moins. Ma foi, un chat, c'est un chat. Et comme il fallait bien résoudre le problème d'une façon ou d'une autre, va pour le décret qui instaurait la suppression des chats qui n'étaient pas bruns. La plupart des chefs religieux approuvaient cette mesure. Les milices de la ville distribuaient gratuitement des boulettes d'arsenic. Mélangées à la pâtée, elles expédiaient les matous en moins de 2. Mon cœur s'était serré, puis on oublie vite. Les chiens, ça m'avait surpris un peu plus. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être parce que c'est plus gros, ou que c'est le compagnon de l'homme, comme on dit. En tout cas, Charlie venait d'en parler aussi naturellement que je l'avais fait pour mon chat, et il avait sans doute raison. Trop de sensiblerie ne mène pas à grand-chose, et pour les chiens, c'est sans doute vrai que les bruns sont plus résistants. On n'avait plus grand-chose à se dire. On s'était quitté, mais avec une drôle d'impression, comme si on ne s'était pas tout dit, pas trop à l'aise. Quelque temps après, c'est moi qui avais appris à Charlie que le quotidien de la ville ne paraîtrait plus. Il en était resté sur le cul. Le journal qu'il ouvrait tous les matins en prenant son café crème. Ils ont coulé? Des grèves? Une faillite? Non, non, c'est à la suite de l'affaire des chiens. Des bruns? Ouais, toujours. Pas un jour sans s'attaquer à cette mesure nationale. Ils allaient jusqu'à remettre en cause les résultats des scientifiques. Les lecteurs ne savaient plus ce qu'il fallait penser. Certains même commençaient à cacher leurs clébards, à trop jouer avec le feu. Comme tu dis, le journal a fini par se faire interdire. Mince alors, et pour le tiercé, ben mon vieux, faudra chercher tes tuyaux dans les nouvelles brunes. Il n'y a plus que celui-là. Il paraît que côté course et sport, il tient la route. Puisque les autres avaient passé les bornes, il fallait bien qu'il reste un canard dans la ville. On ne pouvait pas se passer d'informations tout de même. J'avais repris ce jour-là un café avec Charlie, mais ça me tracassait de devenir un lecteur des nouvelles brunes. Pourtant, autour de moi, les clients du bistrot continuaient leur vie comme avant. J'avais sûrement tort de m'inquiéter. Après, ça avait été autour des livres de la bibliothèque. Une histoire pas très claire encore. La maison d'édition, qui faisait partie du même groupe financier que le quotidien de la ville, était poursuivie en justice et leurs livres interdits de séjour sur les rayons des bibliothèques. Il est vrai que si on lisait bien ce que ces maisons d'édition continuaient de publier, on relevait le mot chien ou chat au moins une fois par volume et sûrement pas toujours assorti du mot brun. Elle devait bien le savoir tout de même. Faut pas pousser, disait Charlie. Tu comprends? La nation n'a rien à y gagner, à accepter qu'on détourne la loi et à jouer au chat et à la souris brune. Il avait rajouté en regardant autour de lui « souris brune », au cas où on aurait surpris notre conversation. Par mesure de précaution, on avait pris l'habitude de rajouter brun ou brune à la fin des phrases ou après des mots. Au début, demander un pastis brun, ça nous avait fait drôle. Puis après tout, le langage s'est fait pour évoluer. Et ce n'était pas plus étrange de donner dans le brun que de rajouter putain con à tout bout de champ, comme on le fait par chez nous. Au moins, on était bien vus et on était tranquille. On avait fini par toucher le tiercé. Oh, pas un gros, mais tout de même, notre premier tiercé brun. Ça nous avait aidé à accepter les tracas des nouvelles réglementations. Un jour, avec Charlie, je m'en souviens bien, je lui avais dit de passer à la maison pour regarder la finale de la Coupe des Coupes. On a attrapé un sacré fou rire. Voilà pas qu'il débarque avec un nouveau chien, magnifique, brun de la queue au museau, avec des yeux marrons.
Tu vois, finalement, il est plus affectueux que l'autre et il m'obéit au doigt et à l'œil. Fallait pas que j'en fasse un drame du labrador noir. À peine il avait dit cette phrase que son chien s'était précipité sous le canapé en jappant comme un dingue. Et gueule que je te gueule, et que même brun, je n'obéis ni à mon maître ni à personne. Et Charlie avait soudain compris. Non, toi aussi? Ben oui, tu vas voir. Et là, mon nouveau chat avait jailli comme une flèche pour grimper au rideau et se réfugier sur l'armoire. Un matou au regard et au poil brun. Qu'est-ce qu'on avait ri? Tu parles d'une coïncidence. Tu comprends? Je lui avais dit. J'ai toujours eu des chats. Alors, il n'est pas beau celui-ci? Magnifique! Il m'avait répondu. Puis on avait allumé la télé pendant que nos animaux bruns se guettaient du coin de l'œil. Je ne sais plus qui avait gagné, mais je sais qu'on avait passé un sacré bon moment et qu'on se sentait en sécurité. Comme si de faire tout simplement ce qui allait dans le bon sens dans la cité nous rassurait et nous simplifiait la vie. L'insécurité brune, ça pouvait avoir du bon. Bien sûr, je pensais au petit garçon que j'avais croisé sur le trottoir d'en face et qui pleurait son caniche blanc, mort à ses pieds. Mais après tout, s'il écoutait bien ce qu'on lui disait, les chiens n'étaient pas interdits, il n'avait qu'à en chercher un brun. Même des petits, on en trouvait. Et comme nous, ils se sentiraient en règle et oublieraient vite l'ancien. Et puis, hier, incroyable, moi qui me croyais en paix, j'ai failli me faire piéger par les miliciens de la ville, ceux habillés de brun qui ne font pas de cadeaux. Ils ne m'ont pas reconnu, parce qu'ils sont nouveaux dans le quartier et qu'ils ne connaissent pas encore tout le monde. J'allais chez Charlie. Le dimanche, c'est chez Charlie qu'on joue à la belote. J'avais un pack de bière à la main, c'est tout. On devait taper le carton 2-3 heures tout en grignotant. Et là, surprise totale, la porte de son appart avait volé en éclats et 2 miliciens plantés sur le palier faisaient circuler les curieux. J'ai fait semblant d'aller dans les étages du dessus et je suis redescendu par l'ascenseur. En bas, les gens parlaient à mi-voix. Pourtant, son chien était un vrai brun. On l'a bien vu, nous. Ouais, mais à ce qu'ils disent, c'est qu'avant, il en avait un noir, pas un brun, un noir. Avant? Oui, avant. Le délit, maintenant, c'est aussi d'en avoir eu un qui n'aurait pas été brun. Et ça, c'est pas difficile à savoir. Il suffit de demander aux voisins. J'ai pressé le pas. Une coulée de sueur trempait ma chemise. Si en avoir eu un avant était un délit, j'étais bon pour la milice. Tout le monde dans mon immeuble savait qu'avant, j'avais eu un chat noir et blanc. Avant! Ça alors, je n'y aurais jamais pensé. Ce matin, Radio Brune a confirmé la nouvelle. Charlie fait sûrement partie des 500 personnes qui ont été arrêtées. Ce n'est pas parce qu'on aurait acheté récemment un animal brun qu'on aurait changé de mentalité, ils ont dit. Avoir eu un chien ou un chat non conforme, à quelque époque que ce soit, est un délit. Le speaker a même ajouté « injure à l'État national ». Et j'ai bien noté la suite. Même si on n'a pas eu personnellement un chien ou un chat non conforme, mais que quelqu'un de sa famille, un père, un frère, une cousine, par exemple, en a possédé un, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, on risque soi-même de graves ennuis. Je ne sais pas où ils ont amené Charlie. Là, ils exagèrent. C'est de la folie. Et moi qui me croyais tranquille pour un bout de temps avec mon chat brun. Bien sûr, s'ils cherchent avant, ils n'ont pas fini d'en arrêter des proprios de chats et de chiens. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'aurais dû me méfier des bruns dès qu'ils nous ont imposé leur première loi sur les animaux. Après tout, il était à moi, mon chat, comme son chien pour Charlie. On aurait dû dire non. Résister davantage.
Mais comment? Ça va si vite. Il y a le boulot, les soucis de tous les jours. Les autres aussi baissent les bras pour être un peu tranquilles, non? On frappe à la porte. Si tôt le matin, ça n'arrive jamais. J'ai peur. Le jour n'est pas levé, il fait encore brun dehors. Mais arrêtez de frapper si fort! J'arrive! Deux ans avant l'an 2000, Frank Pavlov écrit ce texte qui fait le tour du monde et dont le contenu, cet imaginaire, eh bien, on l'a vu dans une ville récemment, à Charlottesville, aux États-Unis. Parce qu'au fond, ce dont nous parle ce texte, qui a été écrit dans le contexte des élections régionales en France, au moment où il y a eu des alliances banalisant une famille politique issue des valeurs anti-républicaines, antidémocratiques, au fond surtout des valeurs de refus de l'égalité, car c'est le propos du texte. Et dont la résonance, c'est pour ça que je vous parlais des États-Unis, de cette manifestation de néo-nazis, de gens du Ku Klux Klan, qui a eu lieu et qui a été libérée, c'était à ça que réagissait Frank Pavlov. Ça ne vient jamais naturellement, cela. Comme l'a tweeté Barack Obama, personne n'est naturellement raciste, naturellement haineux. Mais il faut qu'il y ait des renoncements, il faut qu'il y ait des impasses, il faut qu'il y ait des lâchetés aussi pour faire la courte échelle et libérer tout cela. Trump libère cette violence. Et en l'occurrence, cette violence, et c'est la résonance de ce texte avec les chiens, les chats bruns, c'est ce qu'aux États-Unis on appelle color line, la ligne de couleur. Et la ligne de couleur, elle est au cœur de ce qui est le noyau dur, quelles que soient les incarnations politiques créées par telle ou telle situation, dans tel ou tel pays, dans telle ou telle culture, des adversaires des idéaux démocratiques. L'idéal démocratique, toujours inaccompli, toujours à construire, a un fondement essentiel, sans distinction. Nous naissons libres et égaux en droit, sans distinction d'origine, de naissance, de couleur, de sexe, sans distinction de conditions, sans distinction. Et le cœur des adversaires de cet idéal, c'est ceux qui pensent qu'au contraire, nous ne naissons pas libres et égaux en droit, et donc il y a des hiérarchies naturelles. Et tout leur propos idéologique, c'est de faire rentrer ces hiérarchies dans la société. Et évidemment, cela commence toujours par un bouc émissaire du moment. Là, c'est le chat, le premier bouc émissaire, puis après c'est le chien, et puis après, évidemment, c'est toutes les hiérarchies qui sont libérées. Quand on pense à Charlottesville ou quand on pense à cet État national brun, on se dit que tout ça est excessif, tout ça est trop haineux. Et du coup, peut-être qu'on se dit qu'il ne faut pas leur donner de l'importance en se mobilisant contre ça. Mais à force d'agir comme cela, et Dieu sait si, y compris dans notre pays depuis quelques décennies, on agit comme ça, on laisse un sommeil des consciences plus insidieux, qui en fait fragilise les digues, ne donne pas envie de dire ces grands principes. On va vous dire, vous êtes des droits de l'homiste, vous faites de la morale, comme si la morale, ce n'était pas une dimension du civisme en tant que morale publique.
Y compris, on a vu dans notre pays un jour un président de la République dire « On en a assez de cette dictature des bons sentiments ». Avant, il faudrait une démocratie des mauvais sentiments, où on aurait plaisir à se détester ensemble, à être médiocre, à être dans l'aigreur. Ce serait ça, s'élever, vivre ensemble, comme l'on dit. Alors, ce visage plus insidieux, nous, en France, on l'a vu quand même. Et on a vu comment il peut se glisser et ébranler des certitudes et aller bien plus loin que nous ne pensions. Entre 2010 et 2015, c'était au cœur de l'été, en 2010, ça se passait à Grenoble. C'était après un fait divers. Il y a toujours des prétextes, et parfois ils peuvent être terribles, évidemment, des attentats après. C'était un fait divers. Et du coup, il y a eu un discours pour dire qu'il faut faire entrer dans la loi française le fait que l'on peut déchoir de sa nationalité quelqu'un au nom de son origine. Et puis, comme vous le savez, cette expression d'échéance de nationalité, qui a été, j'évoquais les années sombres de la France, ce furent les premières mesures de Vichy. Après l'abandon de la République, son effacement le 10 et 11 juillet 1940. Dès le 17 juillet, la première mesure, ce sont des déchéances de nationalité. La première, pas d'autre. L'extension de la déchéance. Et les victimes, on les connaît, elles s'appelaient De Gaulle, elles s'appelaient Mendès France, elles s'appelaient un poète, Saint-John Perse, qui était secrétaire général du Quai d'Orsay, sous le nom d'Alexis Léger, et plein d'autres. C'est au cœur de cette idéologie-là. Faire le tri des humanités. Décider qu'il y a dans les humanités des origines supérieures à d'autres, des religions supérieures à d'autres, des cultures supérieures à d'autres. Et du coup, évidemment, c'est une machine infernale à trier. Et comme vous le savez, et ça a déchiré beaucoup notre pays, et d'une certaine manière, le chamboule-tout de cette dernière présidentielle en est le résultat, il y a eu cette contamination, pourrait-on dire, de cette idéologie de la déchéance de nationalité par un pouvoir prenant peur, prenant panique au moment des terribles attentats que nous avons vécus. Alors, lire ce texte aujourd'hui, c'est ce qui a été écrit comme une alarme en 1998 par rapport à l'ascension de la traduction politique de ces idéologies-là et le fait qu'elles se banalisent, qu'elles se répandent, qu'elles deviennent acceptables, et nous allons découvrir comment elles se banalisent encore plus dans notre quotidien, y compris dans nos propres attitudes. Alors on se dit, après ces élections, tout cela, ce sont des épiphénomènes. Alors puis-je, là c'est le journaliste, vous rappeler qu'au second tour de l'élection présidentielle, candidate de l'extrême droite a fait exactement 10 638 475 voix, soit près de 34% des suffrages exprimés, soit plus d'un cinquième des inscrits. 15 ans avant, son père, en 2002, avait fait un peu plus de moitié moins, 5 525 034 voix. En 15 ans, cela fut doublé. Et pendant le même moment, car c'est le même contexte, où une partie d'entre nous aussi se sent délaissée, devient spectateur, abandonné, comme vous le savez, les records ont été battus entre abstention, blanc et nul aux dernières élections. Sur l'ensemble du corps électoral, tout cela fait 34%, plus d'un tiers de ceux qui peuvent voter. Alors, tout ça pour rappeler que, au-delà des politiques concrètes, au-delà des programmes, au-delà de ce qui se passe dans telle commune, dans tel département, dans telle région, il y a quelque chose de plus essentiel auquel on doit veiller. C'est comment se diffuse ce que dit Martin Brun. Ce fait, et qui, face auquel, si on le laisse se diffuser, l'origine, j'allais dire, les étiquettes partisanes ne protègent de rien.
et on l'a bien vu ces derniers temps. Ce fait de se dire que mon problème, c'est l'autre, mon problème, c'est le monde, mon problème, c'est le lointain, mon problème, c'est celui, fût-ce à la deuxième, troisième génération, celui qui vient d'ailleurs, comme beaucoup d'entre nous. Ce n'est pas les problèmes sociaux, ce n'est pas les problèmes économiques, ce n'est pas les problèmes écologiques. Cette guerre des identités, cette guerre des mondes, cette guerre où on se dresse les uns contre les autres au nom de là d'où on vient. Le président de la République élu est aujourd'hui en vacances à Marseille. Celui qui fait figure de porte-voix de l'opposition, en tout cas la plus bruyante, sinon active, Jean-Luc Mélenchon est député de Marseille. Imaginaire des poètes. Albert Cohen a grandi à Marseille. Albert Cohen qui a fini sa vie en Suisse après. Et Albert Cohen, venu de l'univers de la Grèce, de la Turquie, de la Méditerranée, Albert Cohen, dans un texte que vous connaissez peut-être certains, « Ô vous, frères humains », raconte une histoire d'enfant. Il va avoir 10 ans, il a un peu d'argent, il voit un camelot, il veut acheter quelque chose pour sa mère. Il est pauvre. Et puis le camelot le repère comme un étranger, en l'occurrence juif. L'antisémitisme était le bouc émissaire dominant du moment. Et donc lui qui venait tout généreux face à ce camelot qui le fascinait par sa parole, par sa langue, se voit marqué au fer rouge. Et voici ce qu'il écrit après cette honte. « Et je suis parti, éternelle minorité, le dos soudain courbé et avec une habitude de sourire sur la lèvre. Je suis parti, à jamais banni de la famille humaine, sensu du pauvre monde et mauvais comme la gale. Je suis parti sous les rires de la majorité satisfaite. Braves gens qui s'aimaient de détester ensemble. Niaisement communiant en un ennemi commun, l'étranger. Je suis parti, gardant mon sourire, affreux sourire tremblé, sourire de la honte. » Alors, ce que nous allons découvrir maintenant, c'est comment, face à cela, il ne suffit pas de mesures économiques, sociales. Il nous faut un imaginaire supérieur, un imaginaire qui empêche que les digues sautent, que les matins bruns se banalisent. Et c'est de cette relation au monde, de cet imaginaire, que va nous parler le deuxième texte. Il est de Maxime Fleury, qui est dans la salle, qui est présent. Maxime Fleury est né en 1977, donc cette année, il va avoir 40 ans. Il est picard de naissance, mais aujourd'hui parisien. Et il enseigne. Il a un des plus beaux métiers pour moi, qui est celui d'instituteur, ceux qui instituent la jeunesse, la nation, la République. Il écrit des romans pour la jeunesse. Et voici ce texte, Traversée de l'autoroute, qui est de cette année, 2017. Je le vois pas. Je le vois pas. De l'autre côté, mon père a l'air fatigué. Je le vois pas. Je le vois pas. C'est pas comme si je pouvais vraiment distinguer son visage, mais je sais pas. Peut-être l'allure générale, ses épaules qui paraissent plus basses. Je le vois pas. Je le vois pas. Il est trop loin pour que je puisse l'observer en détail. Et puis, il y a ces putains de voitures qui n'arrêtent pas de passer dans un sens de mon côté, dans l'autre de son côté. Ça fait mal à la tête et ça pique les yeux. C'est peut-être les gaz qu'elle lâche au passage. Aussi, je le vois pas. Je le vois pas. Et je me dis que lui aussi doit se faire une idée de moi entre les bagnoles qui défilent à toute vitesse. Alors je me redresse, je bombe le torse. Il me voit pas.
On a inventé un langage des signes avec mon père. Les bras levés au-dessus de la tête, un coup de par-ci, les mains par-là, les bras croisés. On communique comme on peut. Comment ça va? Ça va, bien dormi? Pas mal. Enfin, moi, c'est ce que je comprends. On n'a jamais pu se parler pour se mettre d'accord sur ce que veut dire chaque signe, vu que si on pouvait se parler, on n'aurait pas besoin de ces signes. On ne peut pas se parler parce qu'on ne peut pas passer. De jour et de nuit, les voitures, toujours les voitures, un flot continu, comme le ronflement d'un ivrogne. On ne peut pas passer. L'autre, là, Moïse, il a dit un jour qu'elle s'arrêterait quand il avancerait. Lui, c'est sa cousine qui était de l'autre côté. Il s'est avancé. Elles ne se sont pas arrêtées. Il ne va pas me manquer. J'aime pas ceux qui disent qu'ils savent tout mieux que tous les mondes. C'est depuis ce moment-là qu'on l'a appelé Moïse, pour se foutre de sa gueule. Son vrai nom, je ne sais pas. Alors, comme on ne peut pas passer, je fais mes signes. Même si ça ne veut rien dire, ça réchauffe. C'est toujours ça de gagner, vu que pour un printemps, il fait quand même froid, d'après ceux qui sont là depuis plus longtemps. C'est la saison des amours, des fleurs et tout ça. Sur l'autoroute, j'imagine la tronche de la graine qui se serait planquée tranquille dans un petit trou laissé par un gravillon parti voir ailleurs si le bitume y est plus noir. À l'étroit, elle sent qu'elle ne peut rien faire par-dessous, alors elle sort la tête et voit arriver sur elle une bagnole monstrueuse, un pneu grand comme un monde et qui tourne plus vite encore. Printemps ou pas, elle sait que c'est pas son jour, la graine. À côté, bien sûr, il y en a des fleurs. Pas dans le campement, c'est que ça piétine sec dans le coin. Pas beaucoup non plus sur le terre-plein, c'est que des cailloux. Mais autour, oui. Et de l'autre côté aussi. Mon père brandit un bouquet jaune avec un grand sourire. D'ici, je le vois à peine, mais les fleurs ressemblent à celles qu'on trouve de mon côté. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup de vouloir traverser si les fleurs sont les mêmes des deux côtés? Mais j'arrive pas à me résigner. Il fait trop chaud pour aller se caler droit sous le soleil au sommet. C'est le cagnard. L'autoroute, on l'entend qui nous regarde de haut. On reste dans son ombre, dans notre camp de bidons, de palettes, de parpaings, de cartons, de bâches et de ficelles. Ils doivent avoir le même en face. Il reste des flaques de la dernière averse. Il en reste toujours. Avec la chaleur, ça croupit et ça pue. Ça fait pas sain. Il y a des gamins ici quand même. Alors, on met de la javel. Ça n'enlève pas l'odeur, mais ça en rajoute une qui fait plus propre. Fait trop chaud, on est trop mou comme d'habitude, on ne sait pas quoi faire et avec la chaleur, on risque de devenir nerveux. Alors on s'amuse comme on peut. On essaie de choper les mouettes avec des cailloux. Pas craintives, elles viennent picorer dans le tas de déchets un peu à l'écart du camp. On n'a jamais réussi à en toucher une. Il y en a un qui tire dessus parce qu'elles n'ont rien à foutre ici. On n'est même pas au bord de la mer. Mais nous non plus, il paraît qu'on n'est pas chez nous. Il y en a une qui les tire parce que les mouettes lui ont chié dessus. Mais c'est pas comme si on n'avait pas l'habitude de se prendre des mouchoirs, des mégots, des canettes jetées par les vitres des bagnoles. Il y en a des qui les tirent parce que quand on n'a rien, on n'a plus que ces ordures à défendre. Moi, je les tire parce que je suis jaloux. Faut être honnête. Elles peuvent passer de l'autre côté quand elles veulent, elles, les mouettes. Des breaks chargés, des caravanes, des camping-cars entre les camions, des fruits de saison, des poulets sans tête qui se prennent pour des oies sauvages, qui vont dans un sens de mon côté, qui vont dans l'autre sens du côté de mon père. Pourquoi ils ne vont pas tous au même endroit ?
À croire qu'il y en a qui se plantent. Mais lesquels? En vérité, ils ne savent pas où aller. Alors, ils y vont plus vite. Moi, je ne veux pas aller si loin, mais je suis bloqué. Alors, j'y vais pas. Et tous ceux-là qui roulent à toute vitesse, ils trouvent ça long. Pour eux, l'autoroute, c'est long. Il n'y a que ça, une longueur. Mais pour nous, c'est une largeur. Juste une largeur. Et c'est bien trop large. Je fais un signe à mon père. Il me répond, il est d'accord avec moi, je crois. Peut-être. On a tiré un câble pour choper de l'électricité. On a même une télé dans le camp. Mais on n'a pas pu tirer un tuyau pour avoir de l'eau. Et il faut faire un sacré chemin pour en ramener. Pourtant, pour la flotte, il y a tout ce qu'on veut qui tombe du ciel. Un temps d'automne pourri, d'après ceux qui sont là depuis plus longtemps et qui ont décidément toujours un avis sur ce genre de choses. Les gouttes de pluie doivent s'interroger sur leur destin. Elles viennent de haut, elles viennent de loin, elles arrivent vite et fort. Leur destin, c'est de s'écraser sur le sol et pour la plupart, elles n'y arrivent pas. Alors qu'elles sont près d'y arriver, elles s'éclatent sur un capot, un pare-brise, un toit, même un petit rétroviseur. Pas de chance. Elles n'y arriveront jamais. Au fond, elles n'ont peut-être pas de destin. C'est comme nous. On vient de loin et on s'écrase au bord de l'autoroute. Mais ce n'est peut-être pas ça leur destin. C'est peut-être de ruisseler sur le terre-plein et d'aller inonder notre camp, ou de s'enfoncer dans le sol, ou d'être avalé par une racine. Si je pense à ça, c'est que je m'emmerde au bord de l'autoroute, sous la pluie, éclaboussé de temps à autre par un camion. Il faut vraiment ne rien avoir à faire pour penser au destin. Mon père n'est pas venu de l'autre côté aujourd'hui. Peut-être qu'il a pensé qu'il ne viendrait pas, que je ne viendrais pas. Peut-être qu'il a glissé en grimpant et qu'il jure dans la boue en se disant qu'il ne faut pas que je le voie comme ça. Peut-être qu'il est là, mais que je ne le vois pas à cause du rideau de pluie. Peut-être qu'il est malade ou mourant. Pour éviter les peut-être, je pense au destin des gouttes de pluie. Encore un peu d'ennui et je finirai par penser à Dieu. Mon père est en face. Je sens qu'il me regarde attentivement. J'essaie de bien me plaquer les cheveux pour faire plus net. Avec la pluie qui bruine, c'est pas difficile. Faut que j'ai l'air propre. Je sais qu'il y tient beaucoup. Que tu sois riche ou pauvre, que tu aies le ventre plein ou que tu crèves de faim, tu peux toujours être propre. Il me l'a répété 100 et 1000 fois. Lui, d'ici, il a l'air bien comme il faut. Je ne vois pas les détails, mais ça se sent. Pas compliqué à deviner, de toute façon. Que tu sois au bord d'une rivière ou au milieu du désert, que tu vives au paradis ou en enfer, tu dois toujours être propre. Il me l'a répété 100 et 1000 fois. Alors c'est sûr, lui, il doit l'être. Je ne suis pas certain que mes cheveux bien plaqués donneront le change parce que moi, je ne le suis pas. Et puis, paf, la galère. Ça me démange, là. Juste en dessous des côtes. Je ne peux pas me gratter devant lui. Il va se douter de quelque chose. Mais plus j'y pense, plus j'ai envie de me gratter. Plus je ne peux pas le faire et plus j'y pense. Une vraie torture. Mais si je me gratte, il va se douter que je ne suis pas bien propre. Ça fait sale de se gratter. Je regarde ce qui arrive. Un camion. Dans pas longtemps, une petite cachette roulante, quoi. Pas bien gros, même pas un semi-remorque. Hop, 2-3 coups de griffe, il est déjà passé. Il roule vite, hein. Il n'est pas censé aller plus lentement, lui, son gros cul. Et voilà que ça recommence. Ça me démange ici et ailleurs. Plus de camions à l'horizon, c'est pas possible. Juste quand on a besoin d'eux, ils sont pas là, alors que d'habitude, ils viennent en troupeau entier pour faire trembler le bitume. Faire des signes
Ça suffit plus à lutter contre le froid. Et puis, il faut reconnaître que c'est un peu pauvre en vocabulaire. J'ai envie de lui dire plus de choses. On se répète à force. J'ai envie de lui dire ce que j'ai mangé, ce que j'ai rêvé. Aller parler d'un dragon qui crache des épines juste en faisant des signes avec ses bras. Alors, j'ai écrit tout ça sur une feuille avec laquelle j'ai emballé un caillou, comme si j'avais bloqué sur une partie de pierre, feuille, ciseaux. J'ai recouvert le tout d'une dizaine de couches de chiffon que j'ai ficelé serré. Ça a fini par faire une espèce de grosse balle toute molle. Ça m'a demandé beaucoup de travail pour un tout petit message, mais puisque de toute façon, je n'ai pas grand-chose à faire, alors je me ramène tout au bord de la barrière, je m'y colle, déjà que c'est suffisamment large, l'autoroute, je n'ai pas à me rajouter le moindre centimètre. Je vois bien qu'en face, il se demande ce que je fais. Il a peur que j'enjambe. Il me fait signe, non, 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 surtout pas ça, t'en fais pas. Je ne suis pas encore devenu du fou, hein. Je prends la balle dans ma main droite et d'un grand mouvement de bras, je la balance. Le truc s'élève bien haut, trop haut sans doute, pas assez tendu. Pas assez de force peut-être aussi. J'ai les muscles tout engourdis par le froid. Mon petit ballot se prend le radiateur chromé d'une grosse bagnole verte au niveau de la deuxième voie du côté de mon père. Avant que j'aie le temps de jurer, il a sans doute déjà été écrasé par une douzaine de roues. Sans doute parce qu'en fait, je ne le vois pas d'ici. Par contre, je vois bien mon père qui m'engueule à tour de bras. À mon avis, il ne veut pas trop que je retente l'expérience. Mais au moins, on a trouvé une bonne idée de jeu avec les copains. Le soir même, on a déjà préparé une réserve de balles. Pas pour envoyer des messages, juste pour le défi. Essayer de faire traverser quelque chose puisqu'on ne veut pas traverser nous-mêmes. Il n'y en a qu'un seul qui a réussi. Un tout crevette en plus. Sa balle s'est prise un pare-brise dans un sens, un rétroviseur dans l'autre, des ricochets en zigzag. Les conducteurs n'ont pas l'air d'apprécier, hein, mais ils sont déjà loin quand ils commencent à klaxonner. Ce matin, la neige, plein de neige. Je découvre et je trouve ça froid. J'aime pas. Dans le campement, on sait qu'il n'y a pas grand-chose de bien solide et on s'étonne que personne ne se soit pris le toit de sa baraque sur la tronche. Il y a comme quelque chose de bizarre autour de nous. Comme s'il manquait un truc. Mais on ne saurait pas dire quoi. Ça met tout le monde un peu mal à l'aise. La terre est là, le ciel aussi. Alors, c'est quoi cette impression qu'il manque quelque chose dans l'univers? On déblaye grossièrement, histoire de pouvoir circuler un peu, ça réchauffe de s'activer. Et puis, je monte sur le remblai pour aller faire le coucou du matin à mon père. En haut, je comprends la sensation bizarre qu'on avait en bas. Sur l'autoroute, c'est comme dans le camp, de la neige partout, épaisse et blanche, tellement qu'on ne voit même plus les glissières du milieu. Et c'est même pas ça le plus étonnant, c'est qu'avec l'arrivée de la neige, les voitures sont parties. Même des gros camions, il n'y en a pas. Rien. Personne. Que du blanc tout silencieux. Ben merde alors. Mon père, de l'autre côté, il n'en revient pas non plus. Lui aussi, il regarde ça, tout coincé contre sa barrière. Plus on regarde, moins on en croit nos yeux. On a beau savoir que c'est absurde, on continue. Et puis, nos regards, de loin,
se croisent et on trouve enfin le courage. Je me risque à passer de l'autre côté, lui aussi. J'avance difficilement, j'en ai jusqu'à la taille. Lui avance plus vite, jusqu'à ce qu'il se casse la gueule sur la barrière du milieu. Mais il se relève et arrive jusqu'à moi. On reste bloqué, à se regarder dans le blanc des yeux. Ça fait tout bizarre. On n'arrive pas à parler. On n'est pas vraiment sûr de comprendre ce qu'on pourrait dire. Alors, je bredouille la première chose qui me passe par la tête, la pure vérité toute bête, j'ai froid. Lui ne prend même pas la peine de me répondre, il s'avance, me prend dans ses bras, il y a son nez et ses yeux qui coulent, les miens aussi, je crois. Mais on a quand même les dents gelées parce qu'on sourit trop large. Plus large qu'une autoroute. Et bravo à Maxime Fleury, l'auteur qui est là. Alors là, ça se finit bien. Ça se finit bien pour la traversée. Vous avez bien compris. Donc, l'imaginaire que convoque Maxime Fleury, c'est de nous parler de ces autres-là qui veulent traverser. Et vous savez, pour l'essentiel, ce qui leur arrive. Actuellement, quand on fait le bilan de ce qui s'est passé depuis ces 5-6 dernières années, où il y a eu, en direction de l'Europe, en direction de l'Italie, de la France, de l'Espagne, il y a eu une accélération de mouvements migratoires dont les causalités sont multiples, sont toutes imbriquées. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est, selon la plupart des chercheurs, selon tous ceux qui ne font pas de l'idéologie avec tout cela, ou de la politique à courte vue, il est souvent vain de vouloir trier entre réfugiés politiques et migrants économiques. Ceux qui bougent parce qu'ils fuient des guerres, des destructions, la Syrie bien sûr, mais ils fuient aussi des injustices économiques qui peuvent provoquer des guerres ou nourrir le terrorisme, mais aussi des désordres économiques qui créent des désordres climatiques, la responsabilité de l'homme qui a des conséquences très concrètes sur la vie quotidienne des personnes. Nous parlons là, il y a eu en Sierra Leone un glissement de terrain avec plusieurs centaines de morts et qui est lié à la fois à des pluies diluviennes liées au changement climatique et à ces désordres économiques de villes qui grossissent sans cadre social, sans équipement, sans État qui s'occupe d'un bien commun. Et donc il y a des gens comme vous, comme moi, comme nous tous, qu'il ne faut pas voir avec un regard apitoyé, qu'il faut les voir comme le raconte la traversée de l'autoroute, qui prennent leurs risques, qui veulent vivre dignement, qui veulent avoir de l'espoir, qui veulent avoir un métier, qui veulent avoir un avenir. Le propre de l'homme, c'est de marcher, c'est de se déplacer. Alors qu'avons-nous fait ? Vous le savez tous, mais il faut le rappeler parce que nos dirigeants ne le rappellent pas. Nos dirigeants s'en tiennent à des vieilles vulgates par rapport à ce bouleversement du monde. Un géopolitologue, Bertrand Badi, a écrit un petit livre très pédagogique, « Nous ne sommes plus seuls au monde », expliquant qu'il nous faut un
y compris très concrètement, de manière réaliste, ce n'est pas des mots creux, y compris en termes de puissance économique, politique, diplomatique. Il nous faut un nouvel imaginaire du monde, car le monde est totalement imbriqué à nous, et que les logiques de puissance anciennes, membres permanents du Conseil de sécurité, détenteurs de la bombe atomique, les détenteurs originels depuis la dissémination et partout, ces puissances nationales, impériales, tout ça est un vieux système qui n'est plus pertinent face au monde tel qu'il se construit. Et c'est un vieux système qui ne fera pas le poids face à d'autres puissances qui prendront le pire de nous, le capitalisme le plus sauvage, les logiques impériales, nationales et l'autoritarisme et l'absence de liberté politique. Évidemment, je pense notamment à la Chine. Et donc, il nous faut inventer autre chose, inventer d'autres réponses. Et s'il y a un moment qui est essentiel et qui doit nous secouer de nos conforts, c'est cette épreuve-là. Car n'oublions jamais que ce que nous sommes, y compris ici, depuis 5 siècles, nous le devons à notre projection sur le monde. Les acquis sociaux des travailleurs dans ce pays ont été aussi construits sur l'échange inégal avec d'autres parties du monde. D'abord, sur la plus grande violence de cet échange inégal, la colonisation totalement imbriquée à l'esclavage. J'ai grandi dans un pays qui fut français avant la Savoie, avant la Franche-Comté, avant Nice, la Martinique, comme Haïti, Saint-Domingue à l'époque. C'était des lieux, des chaudrons économiques, financiers, qui apportaient une immense richesse, dont nous avons bénéficié, y compris pour promouvoir des idéaux démocratiques qu'un jour on a retournés contre nous parce que nous ne les respections pas. Mais nous avons aussi sans cesse bénéficié de cela. Et aujourd'hui vient le retour à l'envoyeur. Le monde, il est là, il bouge, il est connecté, il a toutes ses machines, il nous suit et il veut aussi vivre. Et il n'est pas en train de quémander, il est en train simplement d'être digne et de le faire pacifiquement. Et si nous ne répondons pas à cette demande pacifique, évidemment qu'elle va devenir de l'aigreur, devenir du repli, devenir de la violence, devenir du terrorisme. Souvent, quand on parle en France des problèmes d'intégration, on oublie que pour qu'il y ait intégration, il faut qu'il y ait accueil. Si l'accueil n'est pas généreux, si l'accueil n'est pas une main tendue par simple empathie, par simple humanité concrète, évidente, eh bien évidemment qu'il y aura le repli, ce qu'on appelle dans la vulgate commune le communautarisme, le chacun chez soi. Alors qu'avons-nous fait par rapport à cet ébranlement du monde à notre porte ? L'Europe, qui est totalement capable d'imposer à ses peuples des politiques économiques uniformes sur lesquelles elles n'ont aucune prise, et nous le savons bien, y compris en ces temps d'austérité appliquée à notre pays dans l'ensemble des budgets publics, eh bien l'Europe n'a pas su le faire quand il s'agit de ses principes fondamentaux, de tout ce qu'il y a dans les traités internationaux, de tout ce qu'il y a dans les conventions, de tout ce qu'il y a dans les déclarations universelles des droits de l'homme. Tout ce que nous avons appris de nos propres drames, 2 guerres mondiales, la destruction d'une part de l'humanité, les crimes contre l'humanité, la barbarisation de l'autre, le fait de se barbariser soi-même, du coup. Et du coup, toutes sortes de conventions, de textes internationaux ont dit qu'on a le droit de quitter son pays et qu'un pays doit accueillir celui qui frappe à sa porte, et puis que l'on doit porter secours, que l'on ne peut pas rester indifférent à ceux qui se noient, à ceux qui n'ont pas de toit, à ceux qui n'ont pas de quoi se nourrir. Alors non seulement pas de politique commune, mais quand même des sociétés ont bougé, notamment une société a bougé, l'italienne d'abord, parce que c'était d'abord là que ça frappait. Et il y a eu à l'époque, et c'est intéressant, une opération avec des bateaux, avec l'armée, même italienne, la marine, Mare Nostrum, notre mer, la mer Méditerranée, celle de Marseille, dont je parlais tout à l'heure. En 2015,
sous la pression des États européens, toujours avec cette idée que tous les associatifs, tous ceux qui s'engagent sur le terrain démontent cette idée, soi-disant, de l'appel d'air. Il a été demandé à l'Italie d'arrêter Mare Nostrum. Et du coup, le cimetière marin qu'est la Méditerranée n'a fait que croître, n'a fait que se développer. C'est là que ceux qui sont à la porte et que je vous incite à l'entrée, à soutenir, à aider, une journée de mer du navire de SOS Méditerranée, c'est 11 000 €. Il y a en ligne un crowdfunding, comme on dit, qui permet de contribuer. On peut contribuer mensuellement, versant, c'est 5 €, c'est 10 €, si l'on veut que ça puisse continuer. Depuis 2015, ce sont ces ONG, ce sont ces associations qui ont pris en charge ce que nos États ne faisaient plus. Et puis en 2016, ils ont fait autre chose. Ils l'ont fait d'abord avec la Turquie et cette année, ils veulent le faire avec la Libye. Ils ont traité les migrants, les réfugiés, comme une monnaie d'échange. Ils ont dit au régime turc de M. Erdogan, au même moment où il commençait à accélérer son cours autoritaire, au point aujourd'hui de brutaliser les libertés fondamentales, de mettre en prison des journalistes, des universitaires, de créer toutes sortes de délits d'opinion, de dire que celui qui critique est un terroriste ou un complice des terroristes, eh bien, il y a eu un pacte fait avec la Turquie. On vous donne de l'argent, on vous donne des finances, on vous donne aussi un peu de silence, on crie moins fort sur les droits humains et leur respect fondamental par votre régime qui frappait à la porte de l'Europe pourtant, mais vous sous-traitez. Vous nous bloquez tout cela. Vous nous bloquez quoi? Les gens qui sortaient, notamment de Syrie, qui faisaient ce que nous avons connu sur notre continent, survivre face à la guerre, à la destruction pure de leur ville, à l'impossibilité de vivre, de grandir, d'aller à l'école, de se soigner, de s'aimer. Et non, on a dit, on bloque, et la Turquie bloque. Et du coup, l'humanité, une porte est fermée, elle en cherche une autre, et d'où est venu le couloir libyen. Et là maintenant, du coup, on fait la même chose. Et c'est encore pire. Le régime libyen, et nous en sommes en grande part responsables avec cette aventure guerrière qui a été menée au-delà du mandat des Nations Unies en 2011, qui a renversé un régime dans un petit pays de 4 millions d'habitants, très riche, le pétrole toujours, mais beaucoup plus complexe que des grosses dictatures anciennes, même si évidemment c'en était une. L'assassinat de son dirigeant, un pays totalement à feu et à sang, la dispersion de son arsenal. La Libye avait le plus grand arsenal de l'ensemble des pays africains à ce moment-là. Et du coup, aujourd'hui, il est en toutes sortes de mains que l'on retrouve évidemment dans le Sahel et ailleurs. Et donc maintenant, dans ce pays totalement instable, totalement déchiré, où il n'y a pas vraiment de dirigeants pour en racheter l'un ou l'autre, et où toutes les ONG, et notamment y compris le Haut Commissariat aux réfugiés, témoignent des violences, des sévices subis par les migrants, et notamment par les enfants, eh bien, c'est la scène de cet été, on se dit on va faire un accord avec la Libye, et la Libye va faire pareil. Et la Libye, on va lui donner de l'argent, on va donner un semblant de partenariat, on va un peu fermer les yeux du coup sur le respect des droits humains dont les violations frappent le peuple libyen, et on va leur demander de bloquer. En clair, nous n'avons répondu, nos dirigeants n'ont répondu que par la clôture, que par la fermeture. À l'exception, on le sait bien, en Europe, d'une dirigeante courageuse, Angela Merkel, qui a fait cette pédagogie à son propre peuple. Pendant un moment, et elle l'a essayé au point qu'il y a eu 1 million, un peu plus même, qui sont allés en Allemagne. Nous n'avons pas entendu cela chez nous. Et donc il y a aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut soutenir SOS Méditerranée, il y a la criminalisation de ces ONG, des procédures en Italie, où on dit, y compris un prêtre, qui était le référent de tous les
réfugiés venus d'Érythrée. Tout le monde avait son téléphone, quelqu'un de très respectable, très respecté au Vatican. Et bien maintenant, il est l'objet de poursuites pour aide au séjour illégal, comme s'il était un passeur, comme s'il voulait faire de l'argent sur le dos des migrants. Et on fait pareil pour toutes ces ONG et ces bateaux. Et non seulement c'est ça qui est fait par un État européen, mais de l'autre côté, la Libye dit « je vous interdis mes eaux territoriales, je vous poursuis, je vous pourchasse », à tel point que certaines de ces ONG ont été obligées d'arrêter leurs opérations. Et puis on leur propose d'embarquer des hommes en armes, ce qui est contraire aux droits humains, ce qui est contraire au principe élémentaire que, rappelez, vous savez, il y a des justes. Nous sommes ici dans un pays de justes, il y a un lieu de mémoire au Chambon qui le rappelle. Eh bien, il y en a un là, par exemple, comme il y en a un à Grande-Sainte, le Damien Carême, comme il y en a eu dans ceux qui se sont opposés à la déchéance de nationalité, à l'époque, les frondeurs, disait-on. En fait, non, c'était les loyaux, c'était les principiels, les fidèles. Et n'oublions pas qu'ils ont sauvé l'honneur. Eh bien, il y en a un qui est le président, justement, de SOS Méditerranée. C'est un armateur. Et si je ne me trompe pas, il a un petit bouton rouge à sa boutonnière, il a la Légion d'honneur. Ce n'est pas un gauchiste, ce n'est pas un aventurier. Il s'appelle François Vallat. Mais c'est un homme de la mer. Et il sait ce qu'on apprend aux marins. Et que la littérature, et je pense il y a toute une littérature chilienne avec Francisco Coloane, qui raconte cela, justement, c'est la mer, c'est solidarité, c'est fraternité. On a interviewé sur Mediapart François Vallat récemment, et cette interview est très pédagogique, y compris sur ce que je vous disais, sur l'appel d'air, voilà, très concret. Et il faudrait que les dirigeants d'en haut, qui voient ça en stock, en flux, en tableau Excel, eh bien, qu'ils voient et qu'ils apprennent de toute l'expérience pragmatique et qui n'est pas de l'idéologie en l'air, très concrète de ces ONG, de ces associations, comme le maire Damien Carême, qui montrait qu'on pouvait faire un accueil respectable et honnête et digne, et qu'il le faisait avec sa ville, je fais une parenthèse, qui elle-même est née d'une migration, qui est une ville grandie, créée avec la sidérurgie dans les années 60. Et il a dit à sa ville, mais comment, nous sommes le produit de ça, et nous ne pourrions pas, 40 ans après, être au rendez-vous d'autres qui frappent comme vos parents ont frappé, comme d'autres sont venus. Et à l'époque, on les prenait parce qu'on en avait bien besoin pour l'industrie, et maintenant quoi? Et ça nous poserait un problème. Et François Vallat, il dit à un moment, c'est le cas de le dire puisque c'est sa phrase, il dit à un moment donné, quand quelqu'un coule, vous le sauvez. À un moment donné, quand quelqu'un coule, vous le sauvez. Et là, sur le même ton, je dirais même, sans aucun pathos ni grandiloquence, il dit « Nous, on essaie de sauver notre âme, celle de l'Europe. » Alors, je vous dis ça parce que dans le moment actuel, il n'y a pas seulement ce qui se passe pour toutes ces ONG en Méditerranée, il y a ce qui se passe ici même. Maxime Fleury est instituteur. Il sait qu'il y a des programmes à l'école élémentaire, au collège, au lycée, qui s'appellent les programmes d'instruction civique et morale. Ces programmes disent qu'il y a des principes et des valeurs qu'on doit enseigner aux enfants. Et il y a bien le mot moral. Alors il y a la trinité républicaine, liberté, égalité, fraternité, puis il y a un quatrième mot, laïcité, bien sûr, et puis il y a un cinquième mot, solidarité. Solidarité. La solidarité pour apprendre l'aptitude à vivre ensemble, avoir une même exigence d'humanisme. Je cite l'énoncé officiel des programmes. Des programmes qui puissent, je cite toujours, éduquer les élèves, et on en parlait tout à l'heure, à la sensibilité, comme composante essentielle de la vie morale et civique. 2 points, c'est les inspecteurs généraux de l'éducation qui ont écrit ça. C'est ce que notre État enseigne à sa jeunesse. 2 points. Il n'y a pas de conscience morale qui ne s'émeuve, et ainsi s'élève peut-être, ne s'enthousiasme ou ne s'indigne. Alors je vous dis ça parce que ça va être bien compliqué d'enseigner la solidarité à l'instruction civique et morale pour nos professeurs, nos enseignants en cette rentrée. Quand un gamin, une gamine lèvera la main et dira « Et Cédric Héroux, monsieur ?»
Vous savez, monsieur, madame, cet agriculteur de la vallée de la Roya, il est condamné pourquoi? Pour délit de solidarité. Ah bon? Au début du XXe siècle, une démocratie, un État, ses juges, son administration aura donc criminalisé ce simple geste d'humanité, la solidarité. 4 mois de prison avec sursis en appel. Ce n'est pas une peine de mansuétude, puisque la Roya solidaire et Cédric Héroux et ses amis ne comptent pas arrêter leur engagement, et d'ailleurs, il est déjà mis en examen dans une autre procédure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la prochaine récidive, eh bien, ce sera la prison ferme. Pour simplement avoir été solidaire de gens qui traversent, qui ont froid, qui ont faim, et qui cherchent un avenir meilleur. Alors c'est ça la réalité dans laquelle nous vivons actuellement. Et nous, en tout cas, c'est ce que nous essayons de dire à Mediapart, et je pense que c'est ce qu'a essayé de dire Maxime Fleury, c'est ce qu'essayent de dire aussi les lectures sous l'arbre, c'est qu'est-ce que nous appelons, dans la diversité de nos sensibilités? Eh bien, c'est un discours d'État, de pouvoir, de gouvernement, qui nous élève, qui nous rassemble, qui soit à la hauteur de cela. Ce serait la meilleure façon d'illustrer le fameux « en même temps que ». Ah oui, bien sûr que l'intégration, ça pose des problèmes. Bien sûr que l'accueil pour les municipalités, expliquer à la population, trouver des lieux. Dieu sait s'il y a des grands espaces dans notre pays. Et puis après, apprendre le français, trouver des emplois, tout ça, bien sûr, il y a des problèmes. En même temps, on ne peut pas faire autrement. Cette humanité frappera à la porte. Elle est au cœur du mouvement qui ébranle notre monde. On ne peut pas, nous, se fermer à ce monde, sauf à se fermer à nous-mêmes et à notre humanité. C'est bien ce que montre le fait qu'on en vient à criminaliser ceux-là même qui essayent de répondre à tout cela. Au fond, nous avons des États qui, pour combattre une maladie, s'en prennent à qui? Aux médecins. Et c'est bien l'exemple avec les ONG, avec SOS Méditerranée. Nous sommes vraiment, et la formule de l'âme n'est pas trop grandiloquente, nous avons rendez-vous vraiment avec, comme ce fut le cas ici dans d'autres moments, les circonstances. L'histoire ne se répète jamais, les circonstances sont différentes. Les guerres, elles sont là-bas, elles ne sont pas ici, mais néanmoins, elles nous concernent. Et nous y sommes aussi pour quelque chose. Les désordres du monde ne nous sont pas étrangers. Des régimes ont été soutenus, des solutions politiques n'ont pas été apportées, des ripostes ont été faites à des menaces sécuritaires qui ont aggravé les désordres. Et donc nous sommes concernés. Et nous sommes concernés par cette phrase formidable dans le premier livre de Frantz Fanon, l'auteur des Damnés de la Terre. Il ne faut pas essayer de fixer l'homme, puisque son destin est d'être lâché. Lâché, traverser l'autoroute. Alors nous avons rendez-vous avec cela. Nous avons rendez-vous avec... j'ai amené ce petit livre, mais je suis déjà un peu long. Je parlais de ces livres qui, par leur style, même si là, nous ne sommes pas dans la fiction, mais dans un imaginaire politique, c'est le texte qu'avaient fait Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau. Hélas, Édouard Glissant n'est plus de ce monde, Patrick Chamoiseau l'est toujours, et il vient d'écrire un très beau Frère migrant, que je vous invite tous à lire, au Seuil, l'éditeur invité de cette semaine aux lectures sous l'arbre. Et dans lesquels les murs tombent, cela rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Ils ont été les premiers à réagir quand il y a eu en France, tout d'un coup, vous le savez, c'est en 2007, un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Notre identité construite par opposition à l'autre, à l'étranger, à celui qui vient du dehors. Alors pourquoi eux? C'est intéressant. D'où ils viennent, eux? Ils n'ont pas traversé l'autoroute, ils ont traversé un océan. Ils viennent de quoi? Leur histoire? Eh bien, l'histoire du vaisseau négrier, l'histoire de la Grande Traite, l'histoire de ce basculement où nous nous sommes projetés sur le monde après Christophe Colomb. Et eux ont inventé des résistances du faible au fort dans le chaudron caraïbe. Le souci, comme dit Glissant, du tremblement du monde, du tout-monde, de son lien avec le tout-vivant. Et c'est eux qui font retour aujourd'hui pour nous alerter. C'est pour ça que ce n'est pas un hasard si c'est Chamoiseau, si c'est Glissant.
qui disent « Mais vous vous êtes projetés sur le monde, y compris parfois de la pire des façons, en nous embarquant, en nous prenant nos ancêtres. » Mais cette prégnance de l'histoire de l'esclavage a été très forte. C'est une si longue durée, si longue durée. Et eux disent « Mais aujourd'hui, le monde frappe à votre porte. » Et ils nous disent quoi? Ils nous disent « Le côté mûr de l'identité peut rassurer. Il peut alors servir à une politique raciste, xénophobe ou populiste, jusqu'à consternation. Mais indépendamment de tout vertueux principe. » Et là, ils sont pragmatiques. Le mur identitaire ne sait plus rien du monde. Il ne protège plus, n'ouvre à rien, sinon à l'involution des régressions, à l'asphyxie insidieuse de l'esprit, à la perte de soi. Les murs menacent tout le monde, de l'un et l'autre côté de leur obscurité. Ils achèvent de tarir ce qui s'est desséché sur ce versant du dénuement. Ils parlent évidemment de ce qu'on appelait à une autre époque le tiers-monde. Ils achèvent d'aigrir ce qui est angoissé sur l'autre versant, celui de l'abondance. La relation à l'autre, à tout l'autre, dans ses présences animales, végétales et culturelles et par conséquent humaines, nous indique la part la plus haute et la plus honorable, la plus enrichissante de nous-mêmes. Que tombent les murs. C'était ce que disait ce texte prophétique. En 2007, il y a 10 ans, et nous piétinons un peu, car en entendant cela, nous entendons bien comment cela nous requiert. J'en termine en disant que c'est la nuit. Il y avait un monsieur que j'aimais beaucoup, qu'on appelait JP, compagnon de la Libération, professeur au Collège de France, anthropologue, helléniste, Jean-Pierre Vernant, qui racontait le soir à ses petits-enfants, quand ils n'arrivaient pas à dormir, il leur racontait la mythologie. Et c'est un livre qui a eu un succès énorme, toujours au Seuil, à partir de cette pédagogie de ce grand savant, formidable voix, formidable présence, et qui fut aussi un juste. Et je vous le convoque, pourquoi? Parce que nous parlons au fond, là, pas de l'immédiat, nous parlons vraiment de notre essence, à nous, de comment nous nous regarderons, de qu'est-ce que nous transmettrons. Et c'est une très vieille histoire. Vous savez qu'il y a une figure du dieu des dieux dans la mythologie, et Europe est une divinité de ce panthéon grec. Et Zeus a toutes sortes de visages. Il y en a un, Zeus hospitex, Zeus hospitalier, qui est ce dieu de l'hospitalité. Et très concrètement, cela voulait dire que le mendiant, le misérable, l'étranger qui frappe à ta porte, si tu ne lui ouvres pas, attention, la colère de Zeus peut tomber sur toi. Parce qu'en fait, c'est peut-être Zeus, là. C'est peut-être lui qui vient frapper. Méfie-toi. C'est très concret, hein. Avant de massacrer les prétendants, parce que c'est très violent, l'Odyssée à la fin, Ulysse, quand il revient à Ithaque, vous savez bien, Athéna l'aide parce qu'il va voir ce qui s'est passé. Est-ce que Pénélope lui a été fidèle, avec ça, elle dit, mais est-ce qu'il a été fidèle? Et il va, comme vous le savez, alors elle a été fidèle, mais il va quand même massacrer les prétendants. Mais bon, Athéna le maquille, le vieillit, le salit, donc il sent mauvais. Et personne ne l'accueille, personne ne le trouve sympathique. Lui qui fut un puissant, encore moins. Les puissants ne veulent pas, qu'est-ce que c'est que ce vagabond? Et le seul qui l'accueille, c'est un porcher, qui est sale comme ces porcs, là. Voilà. Et alors Ulysse lui dit, mais... Oui, qui le repère, bien sûr. Et alors il lui dit, mais pourquoi toi tu m'accueilles? Et la réponse du porcher, étranger, je n'ai pas le droit. Quand même viendrait quelqu'un de plus miséreux que toi, de manquer de respect envers un autre. Ils sont tous envoyés de Zeus, étrangers et mendiants. Sagesse pratique, hein. Je veux m'arranger, je ne veux pas avoir d'ennui. Et c'est là que Vernant
nous dit ce qui, pour moi, est l'essentiel de ce que ces textes nous disent, contre ceux qui veulent faire des murs, qui veulent mettre des frontières de couleur, d'origine, de race, de nation, d'espèce, et ainsi de suite. Et il nous dit ceci. Pour qu'il y ait véritablement un dedans, encore faut-il qu'il ouvre sur le dehors pour le recevoir en son sein. Pour être soi, il faut se projeter vers ce qui est étranger, se prolonger dans et par lui. Et nous en avons mis l'exemple dans nos histoires familiales, dans nos propres parcours professionnels. Demeurer enclos dans son identité, c'est se perdre et cesser d'être. On se connaît, on se construit par le contact et l'échange, le commerce avec l'autre. Entre les rives du même et de l'autre, l'homme est un pont. C'est ce que nous aimerions entendre en notre nom à tous, dans une parole qui nous permette d'être au rendez-vous de nous-mêmes et de sauver notre âme. Merci. Merci à vous tous. Excusez-moi, messieurs, dames, juste pour la route, pour donner à réfléchir encore, pour avoir fermé les yeux, un petit épilogue d'un poète chilien, puisque ça se trouve, Georges Bocaneira, qui nous dit, poème sourde-muette, « Le dompteur qui met sa tête dans la gueule du lion, que cherche-t-il? La pitié du public? Qu'il ait pitié, le lion? Cherche-t-il sa propre pitié? Le poète qui jette son hameçon dans la gorge de la sourde muette, que cherche-t-il? La pitié du public? Quelle est pitié, la sourde muette? Cherche-t-il sa propre pitié? Et le public, est-il fou? Pourquoi applaudit-il? Alors, il y a des livres. On est ici pour les livres aussi. Donc, vous pouvez aller faire votre moisson si vous avez envie. Merci à tous. Merci à toutes et tous. Pardon. Ah, ben c'est cool.